Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des tableaux, figures et graphiques. Liste des tableaux, figures et graphiques. 1. Tableau. 1. Figure. 1. Graphique. Sigles et abréviations. Sigles et abréviations. Brève présentation des contributeurs. AKSANTICIRHIBUK, Dieu merci. Sociologue et chef de travaux à la Faculté des sciences sociales, politiques et administratives, à l'Université officielle de Bukavu. Ses intérêts de recherche sont entre autres la sociologie de l'environnement et celle de l'éducation. En séjour, il poursuit ses études post-universitaires à l'Université de Kisangani. BASARHALENGEHWA, BASIMIN Jules. Docteur en sociologie et professeur associé à la Faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université officielle de Bukavu, en République démocratique du Congo. Il travaille principalement sur les questions de transfert des nouvelles technologies agronomiques, les actions collectives de production agricole à petite échelle, l'accès au marché par les petits agriculteurs, la gouvernance des ressources naturelles et la gestion collective des risques environnementaux. Il possède une expérience soutenue dans la conduite de la recherche-action collaborative et l'engagement social. BASHIGE BUSHIGE Charles. Docteur en philosophie et professeur associé à la Faculté des lettres et philosophie de l'Université officielle de Bukavu. Il est aussi chef de département de philosophie dans la même université. BUNANI SHAMIKOLO. Licencié en gestion des projets, il a beaucoup travaillé dans le système des Nations Unies pendant plus de 7 ans. Avec plus de 5 ans déjà au sein de l'ONG Action d'Espoir, il s'intéresse aux questions de gestion de l'environnement et de gestion des projets humanitaires. CIKURU Marie-Noël. Directrice de l'organisation Action d'Espoir. Elle a une expérience soutenue de travail avec des personnes, familles et communautés survivantes de divers traumatismes à l'est de la rez-de-chaussée, en se focalisant principalement sur la réhabilitation des forces vitales. Précédemment, elle a travaillé avec des organisations tant nationales qu'internationales. Elle a un diplôme de magistère en sciences religieuses de l'Institut supérieur des sciences religieuses de Milan, à la faculté de théologie de l'Italie septentrionale, ainsi qu'une formation en sciences humaines à l'EDISI, Edith Stein Institute en Italie. Elle est titulaire d'une maîtrise en sociologie et anthropologie de l'Université catholique de Louvain, Belgique, et doctorante au sein de la même université. KARUMEBADERH Augustin Gang. Il détient une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université évangélique en Afrique, UEA, orientation politique et socio-économie de l'environnement. Il s'intéresse plus particulièrement aux besoins énergétiques des ménages en proposant des stratégies simples et efficaces qui préservent au mieux les écosystèmes forestiers producteurs d'énergie. Il porte plus de 20 ans d'expérience de travail dans le monde humanitaire en qualité de staff et consultant national et international, impliquant de très nombreux voyages africains et étrangers. Il prépare actuellement sa recherche doctorale et est coordinateur national de l'ASBL Rebuild Hope for Africa, RHA. KATCHOKAARUME Célestin. Docteur en physique de l'environnement et professeur à l'Université évangélique en Afrique, où il est doyen de la faculté d'agronomie et environnement. Il enseigne également dans d'autres universités de la place et supervise les travaux des étudiants de doctorat, maîtrise et licence. Il a publié plusieurs ouvrages, articles et communications scientifiques. Directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, il travaille sur les alternatives énergétiques à la biomasse, l'hydroélectricité, l'éolienne, le géothermal et le solaire. Il travaille aussi sur la dynamique des systèmes en exploitation, fondamentalement la dynamique de biomasse dans une région. Il travaille sur la collecte et l'analyse des données climatiques pour l'alerte précoce, early warning, et la surveillance du changement climatique. Il s'intéresse enfin à la dynamique des aérosols volcaniques dans la stratosphère pour le refroidissement climatique.
Kayembe Kayembe Mathieu. Docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles, il est professeur au département de géographie à la faculté des sciences de l'Université de Lubumbashi. Il fut directeur adjoint à l'École supérieure de tourisme et hôtellerie de la même université. Il est le directeur administratif de l'Observatoire du changement urbain, OCU, un centre de recherche multi- et transdisciplinaire de l'Université de Lubumbashi. Il gère l'unité de recherche de géorisque, aménagement du territoire et urbanisme. Kazadi Kaimbu, MUSOPUA Timothée. Docteur en sociologie et professeur émérite à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a publié plusieurs ouvrages, articles et communications scientifiques. Il est le chef du service de sociologie du développement, et il a déjà dirigé 18 thèses de doctorat en sociologie depuis 2005. Kaimba Kapanda Vincent. Docteur en sociologie du développement et professeur associé à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il est membre de la chaire de sociologie du développement de l'Université de Lubumbashi et recteur de l'Université libre de Kolwezi. MAKUTAMWAMBUSA Pacifique. Docteur en sciences politiques de l'Université de Kisangani et professeur associé à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université officielle de Bukavu, en République démocratique du Congo. Il travaille sur les questions de la sociologie politique et électorale. MASTAKI, UPITE Flori. Il est chef de travaux au département de géographie de la faculté des sciences de l'Université de Lubumbashi. Il est doctorant dans le domaine de géomorphologie et sédimentologie. Matete Milonguenu Augustin. Chef de travaux au département de géographie de la faculté des sciences de l'Université de Lubumbashi. Il est également secrétaire chargé de la recherche au département de géographie. Il est doctorant en géorisque et environnement. NFUNDIK, Ochouchou. Licenciée en nutrition et diététique, elle détient une maîtrise en sciences de l'environnement, orientation politique et socio-économie de l'environnement de l'Université évangélique en Afrique. Elle travaille au Programme national de nutrition PRONANUT, Sud Kivu à Bukavu. Elle focalise ses recherches sur la faim cachée, carence en micronutriments dans la province du Sud Kivu. NYUMBAIZATAMBWE Alex. Docteur en sociologie et professeur à l'Université de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'un doctorat en sociologie de l'Université de Witwatersrand, Johannesburg en Afrique du Sud. Il a collaboré à la publication de plusieurs ouvrages collectifs sur la pauvreté dans le monde, la périurbanisation des pays du Sud, le développement du Katanga méridional. Safina Bora-Francine. Ingénieure agronome, elle dispose d'une maîtrise en environnement, option gestion durable des eaux et forêts de l'Université évangélique en Afrique. Elle est assistante de recherche à la faculté de sciences agronomiques et environnement, et responsable du laboratoire SIG au sein de la même université. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat à l'Université de Makerere en Ouganda. TUKUMBIRAMAZANI. Il est docteur en sociologie et professeur associé à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, à l'Université de Lubumbashi. Il a été secrétaire à l'enseignement au département de sociologie et anthropologie, de 2007 à 2015. Il est actuellement directeur de cabinet du directeur général de l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, de Lubumbashi. Il s'intéresse à la sociologie politique et de développement. Yona Rubaduka. Ingénieur agronome de l'Université évangélique en Afrique, il s'intéresse aux questions relatives à l'influence du changement climatique sur l'utilisation des terres au Sud Kivu et au système d'information géographique. Préface. La résilience fait partie de ces concepts qui ont fait fortune et qui se mobilisent aisément dans des disciplines variées.
Son émergence ne relève pas d'un hasard ni d'une combinaison d'ambitions opportunistes des chercheurs. En effet, les 2 dernières décennies particulièrement ont enregistré d'importants phénomènes climatiques tant au niveau mondial, régional que local. S'agissant de la République démocratique du Congo, les dernières années ont été jalonnées d'un si grand nombre de catastrophes environnementales qu'il serait presque suicidaire pour l'humanité de se concevoir sans tenir compte d'une telle réalité, qui, à défaut d'être éliminée, pourrait être anticipée en termes de prévention et préparation, et voir ainsi les dégâts atténués. Il est évident qu'à l'échelle mondiale, les disparités entre pays développés et ceux qui sont sous-équipés ne fait que se creuser davantage, réduisant à néant les efforts des seconds, dont la perte chronique des ressources, tant matérielles qu'humaines, ne fait que renforcer le retard, alors que le gros de leurs efforts est plus centré sur la reconstruction et la réparation des dégâts, Commission européenne 1998. En effet, comment penser ou parler de développement durable lorsque d'énormes quantités de fonds, évaluées à plusieurs centaines des milliards de dollars, sont enregistrées chaque année comme pertes, Banque mondiale 2011, suite aux dégâts causés par les catastrophes? Comment concevoir une résilience aux catastrophes si les peuples les plus touchés, et ici l'Afrique se situe dans les premiers rangs, ne sont pas engagés en priorité pour trouver et adopter des solutions qui leur soient accessibles? Les réflexions dans ce sens évoluent de par le monde depuis plusieurs années, mais pour ce qui est de la rez-de-chaussée, il s'observe un retard inquiétant, lorsque les engagements pris dans cette direction restent au niveau de bonnes intentions écrites et signées, mais sans se traduire en politique concrète dans la dynamique de lutte contre les risques environnementaux qui menacent constamment une grande partie de son territoire. Ces efforts d'implication sont restés fort limités, souvent traduits en activités ponctuelles de réaction après coup, c'est-à-dire à la suite d'une catastrophe ou induits par des partenaires externes à des fins d'exploitation économique, le cas des sites miniers, etc. Il va sans dire que ces efforts sont restés éparpillés et désarticulés entre eux, sur l'immense territoire national. L'initiative prise par le Centre de sociologie de l'environnement CSE, de l'Université officielle de Bukavu, appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ainsi que l'ONG nationale Action d'Espoir qui, en outre, s'est construit une solide expérience dans le travail avec les communautés survivantes de diverses catastrophes, pourrait être considérée comme une première du genre, dans L', effort de réunir dans une réflexion commune, des scientifiques et des praticiens de terrain provenant des différentes universités du pays et d'ailleurs. Les contributions scientifiques réunies dans la présente publication offrent un regard converge sur une réalité complexe, celle des catastrophes naturelles et d'origine anthropique. Elles soulignent en même temps diverses attitudes face à ces catastrophes, de la part du gouvernement en termes de vision, des populations directement touchées, des associations et organisations de la société civile ainsi que des chercheurs universitaires. Ce regard a l'avantage de présenter le phénomène des catastrophes, non plus comme un fait isolé, local, mais comme une réalité susceptible d'affecter différentes catégories de populations selon leur degré d'exposition, et surtout d'offrir à la connaissance les différentes manières dont ces dernières, à partir des différents coins du pays, y ont fait face. En outre, ces contributions mettent en lumière le rôle unique et indispensable que devraient jouer les politiques publiques de gestion des risques et catastrophes environnementaux mises en place par le gouvernement de la rez-de-chaussée dans un système durable. Cette initiative n'est pas que scientifique. Elle est l'expression d'un processus de prise de conscience par un peuple, de son pouvoir d'agir et de transformer son environnement quel qu'il soit, en opportunité afin de ne plus subir le malheur en victime ignorante, mais d'anticiper sur les événements et devenir protagoniste et artisan de son futur. Dans ce processus, les interactions sociales ont une importance fondamentale. En effet, c'est à partir d'une appropriation collective des données locales, intégrées dans une dynamique spatiale et historique que les populations s'entraînent, non seulement à penser leur monde, mais surtout à comprendre les menaces et risques qui les guettent et à concevoir ensemble des actions concertées afin de les prévenir ou d'en atténuer l'impact sur elles-mêmes ainsi que leur environnement vital. C'est dans cet effort continuel d'intégration que s'inscrit la résilience. Qu'il s'agisse d'un environnement étranger,
héritée de la colonisation et dont la maîtrise n'est pas encore atteinte, qu'il s'agisse des destructions causées par l'exploitation excessive et inconsidérée de production économique, ou qu'il s'agisse enfin des catastrophes naturelles qui surviennent, une implication collective s'impose dans les efforts de lutte contre ce qui menace cette maison commune, l'environnement physique dont tous tirent leur existence et consistance, les humains comme les non-humains. La qualité de la présente publication est dans sa grande ouverture. Dans un regard multiple, ce travail convoque l'histoire du Congo dans son héritage colonial des environnements étrangers marqués par l'industrie, la démographie galopante, en milieu rural comme en milieu urbain, avec ses conséquences sur les individus et sur l'espace. Il convoque l'économie en termes d'exploitation agricole et minière, les activités quotidiennes de survie des populations ainsi que leur habitat, le tout dans un monde en constante évolution et marqué par les changements climatiques. Une analyse sans prétention d'exhaustivité mais qui, cependant, pointe de manière lucide les problèmes et ouvre à des pistes de solutions. Elle souligne de manière insistante le besoin de politiques publiques et une implication effective du gouvernement de la rez-de-chaussée, des investisseurs privés et de la société civile, comme condition de durabilité et d'efficacité de toutes les initiatives et actions, visiblement encore éparses à ce stade, pour être intégrées par l'ensemble des protagonistes. La valeur ajoutée apportée par cette contribution ne fait aucun doute. Notre vif souhait est de voir s'élargir cette dynamique, telle une source d'inspiration, afin de susciter plus de conscience collective ainsi que des actions effectives. Ce livre intéresse les étudiants, les chercheurs, les acteurs de la société civile et les organisations non gouvernementales de développement qui travaillent sur les questions de gestion des risques et catastrophes environnementaux, y compris le renforcement de la résilience des populations. Il est aussi un véritable outil de travail pour les différentes instances décisionnelles gouvernementales, qui sont appelés à développer des politiques profitables de réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la résilience des populations. MUHIGWABAHANANGA Jean Berchmans, professeur à la Faculté des sciences et sciences appliquées de l'Université, officiel de Bukavu et doyen honoraire, ancien secrétaire général académique de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Remerciements. Ce livre collectif est né des communications données à la conférence internationale sur le thème « Résilience aux catastrophes naturelles et d'origine anthropique en République démocratique du Congo », rez-de-chaussée, organisée à Bukavu du 29 au 31 octobre 2015 par le Centre de sociologie de l'environnement CSE de l'Université officielle de Bukavu, UOB. Une telle réunion scientifique a été probablement la première de cette envergure, sur les questions de résilience aux catastrophes environnementales en rez-de-chaussée, englobant les analyses de plusieurs scientifiques du Congo, des pays voisins et au-delà de l'Afrique. Les objectifs de celle-ci étaient de 1. Constituer un cadre de débat scientifique pluridisciplinaire et multi-acteurs sur la problématique des risques et catastrophes naturelles et d'origine anthropique en rez-de-chaussée. 2. Discuter fonctionnellement les différents risques naturels et d'origine anthropique en rez-de-chaussée et rassembler les informations pouvant permettre aux acteurs de prendre conscience et mettre en place des moyens de gestion de ces derniers afin de renforcer les capacités de résilience des communautés. 3. Discuter les modèles et les connaissances scientifiques susceptibles de renforcer les mécanismes d'alerte, la réduction de la vulnérabilité et le déploiement des réponses en cas de désastre. 4. Comprendre comment améliorer les rôles des institutions sociopolitiques et d'autres parties prenantes au niveau local, régional et national en matière de préparation aux catastrophes et du renforcement des capacités de résilience en rez-de-chaussée. 24 communications au total ont été données, mais pour l'élaboration de ce livre, le comité scientifique en a retenu 12 d'entre elles. Ce livre collectif a mobilisé de nombreuses personnes, physiques et morales d'appartenances diverses. Elles ont été cordialement impliquées, et de différentes manières, tant pour la phase préparatoire que pour celle du déroulement des travaux du colloque, ainsi que dans la finalisation du présent ouvrage. Qu'elle trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance. L'enthousiasme et les encouragements de la directrice d'Action d'Espoir, Madame Marie-Noëlle Sikourou, ont donné un grand souffle à cette initiative. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le développement PNUD,
et à Action d'Espoir ADE, qui ont appuyé financièrement ce projet. Nos remerciements vont également à tous les scientifiques qui y ont généreusement présenté des communications et participé activement aux échanges. Leurs conseils et orientations ont été très indispensables et permis aux auteurs d'améliorer la qualité de leurs travaux. Nos vifs remerciements vont également vers les nombreux collègues qui ont lu des versions provisoires des articles publiés dans ce livre et fait des commentaires pertinents. Parmi eux, nous citons les professeurs Timothée Kazadi Kimbu, Berchmans Muigwaba Ananga, Célestine Kacho-Karom, Tukumbi Ramazani, Vincent Kimba Kapanda, Mathieu Kayembe Wakayembe, Chantal Kabonyi et Pacifique Makuta Mwambuza. L'aboutissement de cet ouvrage est le fruit d'un travail assidu de plusieurs mains, à différents niveaux et de différentes façons. Nous ne pouvons ni prétendre à l'exhaustivité, ni remercier suffisamment ceux qui se sont donnés à ce travail. Nous citons le ministre provincial en charge des questions humanitaires et la réduction des risques des catastrophes, les autorités académiques de l'Université officielle de Bukavu, les membres des corps académiques et scientifiques de l'Université officielle de Bukavu, le staff de l'ONG Action d'Espoir, la protection civile de la province du Sud-Kivu, les étudiants de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université officielle de Bukavu, etc. Puisse chacun trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Introduction. Résilience aux catastrophes et risques environnementaux en République démocratique du Congo. Défis et opportunités. BARHALENGEHWA BASIMINE Jules. BUNANI Chamikolo. CIKURU Marie-Noël. Les catastrophes environnementales gagnent du terrain en termes de fréquence, de durée et d'impact désastreux à l'échelle planétaire, conjugués aux conflits devenus récurrents. Elles touchent plus de 300 millions de personnes chaque année dans le monde et sont qualifiées de menaces complexes mettant en jeu plusieurs facteurs simultanément. RIM et al. 2012. Elles retardent ainsi le développement des pays et accentuent la pauvreté. Au cours de la dernière décennie, les risques et le coût des catastrophes environnementales ont fortement augmenté. Par exemple, en 2010, un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter dévaste le Haïti, faisant plus de 222 000 morts et 300 000 blessés, 1,2 million de sans-abri simplement à Port-au-Prince et plus de 2 millions de déplacés, notamment en zone rurale, rapport ONU 2010. En 2004, le plus violent séisme survenu dans le monde après celui du Chili en 1960 a provoqué des raz-de-marée dévastateurs dans une partie de l'océan Indien tuant plus de 280 000 personnes, Croix-Rouge et Croissant-Rouge 2010. En effet, entre 2002 et 2011, il a été dénombré dans le monde 4130 catastrophes dues aux aléas naturels qui ont entraîné au minimum 1195 milliards de dollars de pertes économiques. UNISDR 2015. Les pertes liées aux désastres naturels s'évaluaient à 150 milliards de dollars en 2010, Becklump 2010. La Banque mondiale estime que le monde devrait subir 168 milliards de dollars de pertes annuelles du fait des catastrophes d'ici 2100, et jusqu'à 236 milliards de dollars par an, si l'on fait intervenir les impacts des changements climatiques, Banque mondiale 2011. On estime aujourd'hui que plus d'un être humain sur deux habite dans une zone où la probabilité de l'occurrence d'une ou plusieurs catastrophes environnementales est élevée, Cournil et al. 2006. Problème de développement durable, les catastrophes environnementales anéantissent les efforts de développement, marginalisent davantage les pauvres en détruisant leurs moyens de production, poussant à axer les ressources sur l'assistance et la reconstruction, Dayton 2006. En outre, d'énormes disparités s'observent entre les pays développés et ceux sous-équipés quant aux conséquences des catastrophes environnementales. Ces dernières réduisent la production des pays les plus pauvres d'environ 13%, les privant des ressources nécessaires pour faire face à la pauvreté, Commission européenne 1998. L'Afrique est parmi les continents les plus touchés. En 2010, 69 catastrophes ont frappé la région africaine touchant 9,9 millions de personnes avec des conséquences humaines et économiques indescriptibles, Goua et al. 2011. Entre 2007 et 2011, le continent africain avait besoin en moyenne de plus de 3,2 milliards de dollars pour riposter aux catastrophes environnementales,
dont 288 millions pour les interventions du secteur de la santé, OMS 2012. La rez-de-chaussée se retrouve parmi les pays les plus exposés aux risques environnementaux et frappés par les catastrophes en Afrique subsaharienne. Avec ses 2 345 410 km² de superficie, au cœur de l'Afrique, elle comporte 4 régions géographiques, notamment une plaine côtière à l'ouest, une cuvette centrale faite de plaines et de plateaux étagés. Sa végétation est caractérisée par une forêt dense, forêt équatoriale. Les plateaux au nord, au nord-est et au sud où la végétation est constituée de savanes arborées et entrecoupées de galeries forestières. Les massifs montagneux à l'est, au sud-est et à l'ouest. La rez-de-chaussée jouit d'une diversité des conditions climatiques et géologiques, favorisant les possibilités d'une grande diversité des cultures. Elle dispose en outre d'un important réseau hydrographique avec notamment le fleuve Congo, long de plus de 4700 km, deuxième au monde en ce qui concerne son débit. À son accession à l'indépendance en 1960, la population de la rez-de-chaussée était estimée à 15 millions d'habitants. À l'unique recensement général effectué en 1984, elle était chiffrée à 31 millions d'habitants. En 2010, elle est estimée à 67,8 millions d'habitants. Actuellement, les estimations de la population s'élèvent à 81 331 050 d'habitants en 2016. Son taux d'accroissement annuel est de 3,1%, population en majeure partie constituée de jeunes, soit 66,6% dont l'âge est inférieur à 25 ans, plan Orsec 2013. Les populations congolaises sont en général exposées aux risques de plusieurs genres et expérimentent quotidiennement les catastrophes environnementales causées fondamentalement par les changements climatiques et d'autres facteurs socio-écologiques. Les risques les plus connus en rez-de-chaussée sont notamment les inondations, la sécheresse, le glissement de terrain et les éboulements, l'éruption volcanique, l'explosion du CO2 et du gaz méthane du lac Kivu, la grêle, les érosions côtières, les épidémies, le déplacement des populations, les conflits intercommunautaires, les accidents de circulation, le feu de brousse entraînant la perte de la biodiversité, etc. Le tableau numéro 1 tiré du plan d'organisation de secours en cas de catastrophe de la rez-de-chaussée, Orsec, permet de se faire une idée sur les risques les plus fréquents en rez-de-chaussée et les impacts attendus. Tableau numéro 1. Typologie et impact des risques environnementaux en rez-de-chaussée. Source: Plan d'organisation de secours en cas de catastrophe de la rez-de-chaussée, 2012, pp. 43 à 50. Les moyens financiers, matériels et humains mis à disposition par l'État pour la gestion des risques, le renforcement de la résilience, la mise sur pied des mécanismes d'alerte, recherche, etc., sont insignifiants ou inexistants. En outre, les communautés locales, les organisations de la société civile, les centres de recherche ne sont ni préparés, ni techniquement outillés pour faire face aux catastrophes environnementales lorsqu'elles se produisent. Il n'existe pas non plus de politique efficace et adaptée de gestion des risques de catastrophe, bien qu'en 2012, le gouvernement de la rez-de-chaussée avait mis en place le plan d'organisation de secours en cas de catastrophe, plan Orsec 2013, une toute première tentative de coordination de l'action des différents acteurs dans la gestion des risques de catastrophe. Dans le contexte de la rez-de-chaussée, il est donc impérieux que les rôles et les responsabilités des acteurs étatiques et non étatiques dans la préparation aux catastrophes, leur gestion efficace, ainsi que la reconstruction post-catastrophe au niveau local, provincial et national soient bien définis et renforcés. Le concept de résilience face aux catastrophes environnementales devrait être mis en évidence dans les perspectives de développement global du pays. Des échanges fructueux et des partenariats durables devraient s'établir entre les institutions gouvernementales, les scientifiques, les organisations de la société civile, les différents acteurs internationaux et les communautés locales afin de renforcer de plus en plus la prévention et la résilience des populations aux catastrophes environnementales en rez-de-chaussée, ce qui n'est pas encore le cas. Nous discutons ici du positionnement épistémologique du concept de résilience. Nous analysons ensuite les défis et les opportunités du renforcement de la résilience aux risques environnementaux en rez-de-chaussée. Le concept de résilience face au débat épistémologique continue. Il n'est pas aisé de trouver une définition du concept résilience qui puisse rallier suffrage.
Comme le soulignent d'ailleurs Dauphiné et al., il n'existe pas encore de véritable théorie formalisée pour expliquer la résilience, Dauphiné et Provitolo 2007. Cependant, la littérature abondante qui existe autour de ce concept témoigne du niveau d'intérêt des scientifiques et praticiens depuis plusieurs années. Le concept de résilience a comme origine la physique avant de prendre place dans les sciences sociales et humaines, notamment en sociologie, psychologie, économie, etc. Il vient du latin resilio qui signifie rebondir, Dauphiné et Provitolo 2007. Le sens accordé à ce concept est toujours différent selon la discipline ou le domaine d'action. En écologie, la résilience fait référence à la capacité d'adaptation d'un écosystème. Dans ces conditions, la notion d'un équilibre unique est mise en évidence. Les écologues insistent sur le retour à l'état initial de l'écosystème, après un choc au cours d'une période donnée. L'aspect préparation à l'aléa ou au choc n'est pas considéré par les écologues, ce qui réduit tout à fait la valeur de leur définition. La notion d'adaptation centrale en écologie est aussi très utilisée par les psychologues dans leurs débats sur la résilience. Ces derniers mettent l'accent sur les processus d'apprentissage susceptibles d'améliorer l'équilibre d'un individu affecté et qui est appelé à être réhabilité. Les économistes, eux, ont développé deux formes de la résilience. La résilience réactive qui se confond à la résilience écologique, et la résilience proactive qui fait référence à deux notions, celle de l'apprentissage et de l'anticipation des sociétés humaines sur le futur, Berkes et Folk 1998. Enfin, en se référant aux théories systémiques en sociologie, la résilience peut être définie en considérant le niveau de déséquilibre élevé que le système est capable d'absorber et de réguler sans transformer son état initial, mais aussi la mesure par laquelle le système est capable de s'auto-organiser, s'auto-construire et rebondir après le choc. Quels sont les facteurs qui rendraient résilient un système social ou écologique ? Pour répondre à cette question, un effort de synthèse est requis compte tenu de l'abondance de la littérature sur cette question. Nous avons trouvé l'article de Dauphiné et Provitolo très inspirateur. Ces derniers ont retenu trois facteurs fondamentaux notamment la diversité, l'auto-organisation et l'apprentissage, Dauphiné et Provitolo 2007. La résilience désigne les capacités d'un individu, d'un ménage, d'un groupe de population ou d'un système à anticiper, absorber et se relever d'aléas ou d'effets du changement climatique et d'autres chocs et tensions, sans compromettre et en améliorant ses perspectives à long terme. La résilience n'est pas un état final, mais un ensemble dynamique de processus et de conditions, Marie-Lise Turnbull et al., 2013. La résilience, c'est à la fois un ensemble de caractéristiques personnelles de l'individu, ou du groupe d'individus, un processus et un résultat. Elle s'inscrit dans une démarche d'apprentissage, d'empowerment et d'autodétermination à travers laquelle la personne réinterprète la signification d'une situation d'adversité et réoriente positivement le sens de sa vie afin de poursuivre son développement, tout en renforçant ses facteurs de protection personnels ou environnementaux, Michalet, Lefebvre, Chouinard, cité par Bernard Michalet 2012. Ainsi, cette définition fait appel à la notion de prise en main par elle-même des populations soumises à des risques de nature diverses. Dans ce sens, la résilience peut être considérée comme un outil de première importance pour atténuer l'impact des risques environnementaux. Dans la littérature, le concept de résilience se comprend en le comparant à celui de vulnérabilité. Historiquement, ces deux concepts se sont succédés dans les politiques internationales. Après la notion d'aléa, celle de vulnérabilité a été mise en évidence par l'ONU en 1994 dans le cadre de la conférence de Yokohama. Le dernier né a été la notion de résilience qui apparut vigoureusement lors de la conférence de Hyogo en 2005. Encore une fois, remarquons qu'elle vise à réduire le plus possible les dommages et à rendre les communautés et individus vulnérables plus forts, plus résistants. Il est souvent considéré que la résilience représente le positif et le souhaitable, alors que la vulnérabilité représenterait le négatif, ce qui n'est pas simple car un système vulnérable peut être en même temps résilient. Par ailleurs, une capacité de résilience individuelle peut être défavorable à une capacité de résilience plus collective. Par exemple, une maison en zone inondable
avec des dispositions techniques mettant ses occupants à l'abri, peut aggraver les problématiques de gestion de crise et de retour à la normale à une échelle collective. La poursuite systématique de la résilience n'est pas toujours la plus pertinente car elle est relative à celui qui la décrète et nécessite de préciser de quoi il est vraiment question. Résilience de qui, par rapport à quoi, avec quelle vision sociale et quel projet politique. Les défis majeurs de la résilience aux risques environnementaux, en rez-de-chaussée. La rez-de-chaussée fait face à plusieurs défis dans le développement et la mise sur pied des politiques, des stratégies et des actions concrètes de gestion des risques et des catastrophes, y compris le renforcement de la résilience des populations. On peut citer entre autres l'inexistence de la gouvernance des risques environnementaux, le faible investissement dans la gestion des risques environnementaux, l'inexistence d'un système d'alerte multirisque, etc. Dans ce chapitre introductif, nous en discutons sans prétendre être exhaustifs. Une gouvernance tâtonnante des risques environnementaux. Dans le contexte global actuel caractérisé par l'augmentation des risques environnementaux couplés aux effets du changement climatique, la rez-de-chaussée est appelée à améliorer sa gouvernance et particulièrement celle de risques environnementaux, afin que cela affecte significativement les capacités de résilience des citoyens congolais. Il est reconnu que les indicateurs de bonne gouvernance sont au rouge en rez-de-chaussée. Elle est comptée parmi les pays les plus corrompus du monde. Transparency International 2015. La corruption est profondément ancrée dans la société en rez-de-chaussée et constitue un mal réel. Selon l'économiste congolais, Oasis Kodila Tedika, 55% des recettes du trésor public se volatilisent à cause de la corruption. Comme il le souligne, elle s'est inscrite dans les mœurs et touche la population au quotidien. Elle a affecté depuis plusieurs décennies tous les secteurs de la vie nationale à partir du sommet jusqu'à la base. Les réflexions qui se sont penchées sur les contours de la corruption en rez-de-chaussée la présentent principalement comme une dégradation de la santé morale d'un ordre politique fondé sur les antivaleurs existantes depuis la décolonisation, mais manifestement amplifiée sous la Deuxième République du président Mobutu. On estime à plus ou moins 15 milliards de dollars le volume monétaire détourné chaque année, ce qui représente presque le double du budget annuel du gouvernement depuis plus ou moins 5 ans. La décentralisation comme mode opératoire de gestion consacré par la Constitution votée par référendum en 2006, et qui suppose des mécanismes de prise de décision et des interactions entre les différents niveaux décisionnels, est complètement étouffée par un manque de volonté politique. L'administration publique et toutes les structures d'appui à la gouvernance sont dysfonctionnelles. Un tel cadre ne permet pas entre autres au pouvoir politique de prévoir et prévenir efficacement les risques environnementaux dans le pays, de réparer les dégâts en cas de catastrophe et même de renforcer les capacités de résilience des populations locales. Il a d'ailleurs été très bien démontré que les pays disposant de grandes capacités de gouvernance faisaient facilement face aux catastrophes environnementales et les mécanismes de résilience étaient conséquents. La gouvernance des risques environnementaux exige le développement et la mise en œuvre des programmes, des plans, des compétences et orientations, ainsi que la participation de toutes les parties prenantes au processus de prévention des catastrophes et le renforcement des capacités de résilience, ce qui n'existe pas encore en rez-de-chaussée. Le pouvoir public et ses services spécialisés sont soit inexistants, soit dépourvus de tout moyen d'intervention en cas de catastrophe. Les provinces du Nord et du Sud Kivu à l'est du pays, par exemple, sont exposées aux risques liés aux activités volcaniques suite aux conséquences que pourrait avoir une éruption volcanique au Nord Kivu, le volcan Nyiragongo, sur le Sud Kivu. Une coulée de lave ou une éruption au fond du lac Kivu pourrait affecter l'équilibre dans la stratification du gaz et provoquer une explosion de ce dernier. Selon la cellule de protection civile du Sud Kivu, environ 2 millions de personnes sont sous les risques environnementaux autour du lac Kivu, de part et d'autre de la frontière avec le Rwanda, mais cela pourrait aller aussi jusqu'à Uvira et Bujumbura en suivant la vallée de la Ruzizi. En effet, on estime à plus de 300 km3 la quantité de gaz contenu au fond du lac Kivu, dont 75% constitués du monoxyde de carbone, CO2, qui représente le plus grand danger,
15% du gaz méthane CH4, en grande partie exploitable à des fins énergétiques, et 10% d'autres gaz. Cette quantité serait en constante augmentation consécutivement à 3 facteurs principaux: la forte stratification dans les eaux du lac, l'augmentation des déchets organiques liés aux activités humaines autour du lac et l'introduction, depuis 1959, du poisson Limnotrissa, plan de contingence du Sud Kivu 2013. Malgré l'ampleur de ce risque, le pourvoir public n'en fait pas une priorité. Les populations exposées ne sont ni informées ni techniquement outillées à faire face ou à se mettre à l'abri en cas de catastrophe. Pourtant, la gouvernance des risques environnementaux signifie aussi une communication très rapprochée, souvent horizontale entre les gouvernants et les populations, et cela autour des mécanismes de renforcement de la résilience. Cet exemple du Nord et Sud Kivu et d'autres qu'on peut énumérer dans tout le pays prouve suffisamment que la gouvernance des risques environnementaux traîne à se constituer et n'existe presque pas encore en rez-de-chaussée. Elle devrait pourtant être suffisamment renforcée aux fins de la prévention, l'atténuation, la préparation des interventions, du relèvement et du développement des capacités de résilience. Une telle approche favoriserait la collaboration et les partenariats entre mécanismes et institutions, en vue de la mise en œuvre des instruments pertinents, au regard de la réduction des risques de catastrophe, et du développement durable des capacités de résilience. La promotion des capacités de résilience des communautés et de tous les niveaux sociétaux face aux risques des catastrophes environnementales, économiques et sécuritaires, doit être bel et bien au cœur d'une réflexion sociopolitique plus vaste. La compréhension mitigée des risques environnementaux. Les politiques et les pratiques de gestion des risques de catastrophe doivent être fondées sur la compréhension de ces derniers dans toutes leurs dimensions. La vulnérabilité, les capacités et l'exposition des personnes et des biens, les caractéristiques des aléas et l'environnement. Ces connaissances peuvent être exploitées pour effectuer des évaluations des risques en prévision des catastrophes, prendre des mesures de prévention et d'atténuation, élaborer et mettre en œuvre des dispositifs appropriés de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. C'est aussi de cette façon que les capacités de résilience des populations peuvent être développées et mises en évidence. En rez-de-chaussée, ceci n'existe presque pas. Pourtant, un bon niveau de connaissance du risque est très important dans un pays comme la rez-de-chaussée, très exposé aux risques suite au changement climatique. Il suppose que les différents canaux de communication, les médias, les centres de recherche, les services spécialisés de l'État, les organisations de la société civile, etc., fonctionnent normalement. La communication continue avec les différentes parties prenantes sur les risques, le niveau d'exposition, les mécanismes de prévention des catastrophes peuvent jouer un rôle substantiel dans le processus de renforcement des capacités de résilience. Notons tout de même que dans le contexte de la rez-de-chaussée, cette question doit être considérée sous 2 angles. Premièrement, assurer que les systèmes de communication et d'information existants sont capables de donner l'information en temps réel en cas de crise ou de catastrophe, afin que les populations accèdent à l'aide et aux ressources de secours, ce qui constitue, à notre avis, une première phase dans le relèvement et la résilience. Les exemples des crises passées en rez-de-chaussée démontrent que des efforts énormes devraient encore être fournis dans ce sens. Les services de l'État étant dépourvus des moyens, cette activité pourtant très importante est souvent laissée aux organisations d'aide humanitaire, qui les font à leur manière. Deuxièmement, la communication permanente, éducative et accessible pour tout le monde sur les risques environnementaux, devrait être pensée comme une voie indispensable de renforcement de la résilience des populations. Face à cette situation, plusieurs questions peuvent être formulées. Que prévoit le Programme national de l'éducation en matière de la gestion des risques environnementaux et le renforcement de la résilience? Quel type de connaissances scientifiques existe-t-il et quel est leur mode de diffusion? Quel est le rôle des écoles, des instituts supérieurs, des universités et des services spécialisés de l'État dans le développement de la culture du risque et de la résilience dans le pays? Quel est le rôle des médias et des organisations de la société civile dans la mise en réseau des acteurs sociaux? Toutes ces questions sont importantes et devraient être bien pensées dans le contexte de la rez-de-chaussée. Les efforts doivent encore être mobilisés à tous les niveaux de la société congolaise,
afin de promouvoir une bonne connaissance des risques et des catastrophes environnementaux à tous les niveaux, bien que l'impulsion ne puisse venir que du gouvernement. Le faible investissement dans la gestion des catastrophes et risques environnementaux, et renforcement des capacités de résilience des populations. L'investissement public et privé dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen de mesures structurelles et non structurelles revêt une importance essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens, et de préserver l'environnement. Ces éléments peuvent être des facteurs d'innovation, de croissance et de création d'emplois. De telles mesures sont rentables et permettent de sauver des vies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.